toi, tu proposes, en fin de compte, d'utiliser l'astrologie traditionnelle pour venir compléter, prolonger, préciser ce sablier astrologique. Bon. Alors, je répondrai... Moi, quand on veut l'appliquer à des individus particuliers, oui. De mon point de vue, on est obligé de se servir de l'astrologie dite traditionnelle. Oui. Enfin, les gens qui ne sont pas astrologues, ils ont d'autres façons de travailler. Oui, d'accord. Ils peuvent très bien s'en passer. Oui, mais au niveau, si on veut regarder au niveau éventuellement événementiel, etc., il y a certaines réussites de l'astrologie traditionnelle à travers les transits, les prolongations, tout ce qu'on veut, qui, Dans le domaine provisionnel, tu es en train de me dire qu'il n'y a pas tellement d'autres alternatives que de faire de l'astrologie, parce que les autres... Quand on veut le faire à un niveau individuel, oui, c'est ça. Quand on veut le faire à un niveau collectif, il n'y a pas besoin de faire... Oui. Il suffit de savoir où sont les planètes... Donc la prévision individuelle, si on fait la prévision individuelle, on est bien obligé... de passer par un référentiel. L'astrologie aurait le monopole de la prévision individuelle en fait. Non. Si, je veux dire que... Non, mais ça tout dépend. Bon. Je veux dire que pour faire du prévisionnel individuel, il faut partir effectivement, comme tu disais au départ, de se situer. Il y a 36 méthodes pour se situer. Maintenant, si on veut après faire apparaître à travers des cycles qui prennent en compte des éléments astronomiques, on est bien obligé de faire coïncider quelque chose de départ, quelque chose de fondamental, avec ces valeurs-là. Et à ce moment-là, on revient au thème individuel, de savoir le moment de naissance, c'est un moment de naissance, on regarde comment sont les planètes à ce moment-là, etc. Et c'est censé être supposé le point de départ de ce qui peut éventuellement se passer après. Bon, alors d'accord. Alors que toi, et d'inscrire par contre cette chose individuelle, elle est inscrite effectivement dans quelque chose de plus fondamental que ce que tu dis, parler de sablier, etc. Enfin, les cycles par rapport aux étoiles royales, qui actuellement, effectivement, l'astrologie telle qu'elle est appliquée actuellement, ne tient plus compte de ces choses-là, qui sont plus globales et plus fondamentales, dans le sens où elles sont plus globales, et qui serait effectivement bon de tenir compte de ces éléments pour une interprétation individuelle mise dans un cycle global, ce qui n'est pas actuellement. L'interprétation individuelle est souvent justement purement individuelle et elle n'est pas remise dans un cycle global, planétaire, etc. Sauf à travers les cycles. Oui. D'ailleurs, on peut dire que d'une certaine manière, le dilemme de l'astrologie, c'est que c'est le rapport avec l'astronomie. C'est que pour pouvoir présenter quelque chose qui soit relativement cohérent, il ne faut pas qu'elle soit trop saturée d'astronomie. Parce que l'astronomie empêche l'astrologie d'avoir une structure relativement simple et avec des phases égales, etc. Donc c'est un véritable dilemme. Parce que finalement, trop d'astronomie empêche l'astrologie de fonctionner. Disons que c'est ça le hic, mon cher Jean-Claude. C'est que ça complexifie. Non, je ne dirais pas que ça empêche de fonctionner, c'est que ça complexifie les choses. Bon, c'est sûr que si on tient compte de 3 ou 4 facteurs... Il suffit de montrer à quoi ressemble une prévision astrologique, un modèle prévisionnel astrologique fondé sur l'ensemble des planètes, et même, pour voir à quel point c'est absolument peu viable. C'est peu viable, c'est viable à la limite avec l'astrologue, et le client qui comprend plus ou moins ce que l'astrologue dit, mais je veux dire, c'est pas viable. Ça dépend éminemment, c'est comme... Bon, c'est pour ça que je fais ça dépend, alors voilà, donc... Non, mais c'est pour ça que je fais souvent des analyses... C'est plus l'astrologie, en fin de compte, on s'aperçoit que cette espèce d'ensemble de données, l'astrologue va les utiliser avec... On ne sait pas très bien comment il va les utiliser, avec quelles compétences, quelle forme d'intuition, etc. Donc, de toute façon... moi je dis à la limite, je préfère autant que les gens fassent du tarot. Non mais le tarot c'est plus au niveau événementiel, on pose une question, on est censé avoir une réponse. Oui, c'est... Mais là aussi, comme on a déjà un cadre, moi à ce moment-là je vais essayer de rebondir, comme on a déjà un cadre chronologique qui est proposé par le sablier astrologique, le reste à la limite ça peut être complété par d'autres choses. Voilà. Ça peut être complété d'une part par d'autres méthodes divinatoires, et deuxièmement, par une connaissance du terrain, qui est, elle, concrète. Si par exemple il y a une élection à telle date,
Ben, il faut savoir qu'il y a une élection à telle date. Oui. Hein, c'est pas l'astrologie qui va nous le dire qu'il y a une élection à telle date. Par contre, si on prend le thème de M. Tartampion par rapport à M. Bidule, hein, bon, on va peut-être pouvoir en déduire que l'élection a eu lieu à telle date. M. Tartampion a statistiquement... Eh ben, moi, je répondrais que, premièrement, il faudra déterminer s'il est stellaire ou planétaire, que ça peut jouer déjà sur la façon dont il va vivre la période et les élections. Et puis deuxièmement, il y a aussi tout un ensemble de conditions sociopolitiques qui font que... C'est surtout ça qui est important, à mon avis. C'est les conditions qui vont amener... L'intéressant, c'est que les conditions, etc., telles qui vont plutôt favoriser M. Tartampion, eh bien, vont aussi être indiquées, d'une certaine façon, dans son thème, qui n'a rien à voir, je peux ne rien savoir de ce qui se passe, des conditions sociologiques. Dans son thème, le thème natal, il n'est pas en phase avec les élections. Tu parles des transits, tu parles de quoi exactement? Le thème lui-même... Non, mais l'élection elle-même, c'est comme un transit. L'élection voilà. a lieu... Donc tu regardes la date de l'élection, voilà, c'est ça. La date, ou les périodes avant, c'est un peu comme des transits. Ça veut dire qu'on veut oui, dire c'est absolument pareil. Si pendant 3 mois ou 2 mois avant l'élection, il y a Saturne, une conjonction de je sais pas quoi, ou un carré Saturne-Pluton... Mais de là à faire le thème du jour de l'élection, c'est un autre problème encore. Parce que là, ça attache beaucoup trop d'importance aux configurations astronomiques de ce jour-là. Ah, bien sûr, c'est ça les transits. Ah, non, mais justement, mais il y a les transits. Non, mais autant je pourrais admettre à la rigueur des transits, etc. Mais faire le thème, c'est autre chose que des transits. Faire le thème, c'est l'interaction entre tous les facteurs à un moment donné. Oui. Et ça va beaucoup trop loin. Donc moi, je dirais... Ça va beaucoup trop loin au niveau de la complexité d'interprétation, c'est tout. Non, mais ça implique une interaction, ça implique le postulat d'une interaction entre toutes les planètes que je ne suis pas obligé d'accepter de toute façon. Ah, mais d'accord, mais moi je fais des analogies des fois avec les trucs médicaux et physiologiques, oui. Etc. Bon, maintenant, il y a tout un tas de trucs. Avant, on déterminait effectivement qu'il y avait une maladie, on savait plus ou moins la soigner avec les moyens dont on avait, etc. Et puis après, au niveau de la détection, par contre, on n'avait pas forcément tous les moyens, alors que maintenant, avec les trucs, on sait que si je dis n'importe quoi, bien sûr, si le gène 29 est perturbé, etc., eh bien, la personne aura plus de chances de développer telle maladie, etc., qu'un autre. Maintenant, donc, alors avant, on ne savait pas le faire, hein. Maintenant, on sait le faire. C'est plus complexe, d'accord, mais si la personne, le médecin intelligent qui a tous les moyens à sa disposition, il va faire les contrôles qui vont bien, et il va converger à 98 ou 99% vers un diagnostic valable. Pour moi, c'est du même genre. Hein. Actuellement, bon, c'est sûr que si on veut, je dis n'importe quoi, hein, bien sûr, si on veut regarder, par exemple, je dis exprès, si on veut regarder le truc de Chiron, hein, si ça va être lié à, je sais pas quoi, un accident ou une maladie qui est guérie ou je ne sais quoi, ça va peut-être être plus complexe, hein. N'empêche que si on le regarde et qu'on trouve que dans le thème de la personne, effectivement, cette planète, cet astéroïde-là, avait une certaine importance, entre guillemets, parce qu'elle était valorisée, ceci, cela, à l'ascendant, dans un axe, etc., et qu'elle se trouve en conflit, c'est-à-dire avec un aspect réputé comme étant, disons, difficile à vivre, par exemple un carré ou des choses comme ça, avec des planètes du genre vital, le soleil ou de la personne, ou je ne sais pas, n'importe, Vénus, Mercure, enfin quelque chose qui est lié plus à sa personnalité, on pourra peut-être en déduire que ben là il peut y avoir un problème. Alors que si on n'avait pas tenu compte, si on n'avait pas regardé ce qui se passait chez Chiron, hein, ben, on ne s'en serait pas forcément rendu compte, c'est ça que je veux dire. Hein. C'est uniquement au niveau de la complexité d'interprétation et tous les risques possibles d'erreur. Plus les choses sont complexes et effectivement, plus les risques d'erreur sont importants. Hein, c'est là où la compétence du patricien est très importante. Hein, c'est comme un médecin. Hein, plus le médecin est compétent et plus il va converger très rapidement vers le diagnostic et la solution, hein, et puis les autres vont faire 36 façons, vont regarder ceci, cela, rien, avant d'arriver à regarder. Oui, ben moi je ne sous-estime pas du tout la complexité du diagnostic. Mais autrement, au contraire, j'ai insisté sur le fait que je n'irai pas dire moi que
que ça n'a pas de valeur, parce que c'est quelque chose qui existe dans le système solaire. Bon, alors si on admet que certains marqueurs sont importants, Saturne, Jupiter, etc., si on admet, pourquoi certains marqueurs qu'on va découvrir plus tard ne seraient-ils pas aussi indicateurs de quelque chose, même s'ils sont remarquants. Super, par exemple, tiens, mais j'en profite pour dire un truc que je me suis dit, moi, il y a 2 ou 3 ans, là, quand les astronomes, là, je ne sais où, là, à Vienne, ont requalifié les planètes, c'est-à-dire que Pluton a perdu son rôle de planète et est devenu planète naine, et Cérès est monté de son rôle d'astéroïde à devenir planète naine aussi. Bon, comme quand on sait que la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, c'est quand même quelque chose d'assez anachronique, je veux dire, dans le système, on ne sait pas trop. Bon, certains disent qu'il peut y avoir une planète à une époque qui a été volatilisée par je ne sais quoi, une autre planète ou un météore ou n'importe quoi. Hein. Je me suis dit qu'à ce moment-là, peut-être que ça pouvait indiquer, parce qu'il y a toujours le problème quand on appelle la maîtrise des planètes. Hein. Donc on sait que Mercure, par exemple, on dit maître des Gémeaux et maître de la Vierge. Ok. Hein. Mais peut-être que à cette époque-là, c'était peut-être un indicateur qui disait que maintenant, pour la Vierge, il fallait mettre Cérès, maître de la Vierge. Et que Gémeaux, Mercure ne restait que maître des Gémeaux, par exemple. Hein. Parce que il y a eu, les hommes ont requalifié certaines choses, et peut-être le fait de nommer les choses, hein, quand on nomme les choses, c'est bien l'homme en les nommant qui leur donne un sens quelque part. Donc le fait de requalifier, de renommer, etc., veut peut-être dire qu'au niveau de la conscience humaine, il faut reconsidérer ce qu'il considérait avant d'une certaine façon, de le reconsidérer un peu différemment. Voilà. Bon, je voudrais répondre à ton long exposé, si on peut dire. Alors, récemment, j'ai écrit un article il y a 2-3 jours sur la salette. Oui. Et on a remarqué que l'apparition de la Vierge à la Salette a eu lieu 4 ou 5 jours après la découverte de Neptune. Incroyable. C'est ce que tu dis. Donc, non, mais c'est pas moi qui l'ai inventé. Oui, voilà, bon. Alors, on est dans une logique particulière, là. Hein. On est dans une logique d'apparition, l'apparition d'une planète, l'apparition de la Vierge, etc. Il y a aussi le pape Pie IX qui à cette époque-là était un personnage très très particulier. Bon, donc il y a des moments comme ça qui sont très forts en effet pour l'humanité, avec des manifestations de l'au-delà, etc. Bon. Maintenant que ça concerne l'astrologie, c'est un autre problème. Hein. De même que l'ère du Verseau, pourquoi ça a été intégré par l'astrologie ça ne faisait pas partie de sa tradition avant le XVIIIe siècle, l'ère du Verseau, ni même les... Bon. Donc, en fin de compte... Les ères, elles existaient, le problème, c'est qu'on... Non, mais enfin, ça n'avait pas été formalisé. Les compagnies qui n'ont pas su exactement situer le point vernal. À l'époque, peut-être que la découverte du point vernal, par les astronomes de l'époque, là, et peut-être ça les a interprétés, parce que le problème, en fin de compte, des ères, c'est de faire coïncider ce qu'on a appelé le début de ce qu'on appelle les signes en astrologie, c'est-à-dire le bélier, etc., par rapport à un point fixe, qui est le point gamma, là, le point vernal, et de pouvoir situer ce point vernal quelque part dans le zodiaque des constellations. Comme on ne sait pas exactement où débute ou finit une constellation, les astronomes ne sont pas mis... Enfin, on a bien des découpages, mais il n'y a jamais eu une théorisation de la façon de découper le zodiaque pour dire où est le début d'une constellation et tout. Par exemple, moi si on me demandait de faire ce travail, connement, je me dirais, bon, ben, la dernière planète de ce signe-là, c'est ça, la première planète, cela, je tracerai un truc et je prendrai... De l'étoile ou de la planète? Oui, des planètes de la constellation, pardon. La dernière étoile de la constellation et de la suivante. Donc je prendrai le point milieu, et puis je dirais, bon, le point milieu, je considère que c'est la fin de lune, donc le début de l'autre. Et je projetterai ce point milieu sur l'écliptique, comme on fait, et puis je dirais, voilà, là, mais c'est comme ça que je ferai, n'ayant pas d'autres moyens plus intelligents à ma disposition. Tu vois. Parce que je n'ai jamais vu quelque part dans la littérature astronomique
la façon dont les gens avaient découpé les planètes. On voit qu'ils avaient fait des images et tout, et qu'après, bon, etc. Mais il n'y a jamais... qu'ils aient fait des... qu'ils les aient appelés par des noms, qu'ils aient fait des images associées, tout ça, je pense que c'est mnémonique, peut-être d'un côté, et peut-être aussi pour leur donner un sens d'un autre côté. Qu'après, les signes qui sont venus après, est-ce qu'ils sont venus nommés par les constellations, qui ont été enfin, avec le même nom des constellations, peut-être, hein, mais là aussi, je ne sais pas, il faudrait voir, toi qui fais de l'histoire, oui, tout ça, oui. tu sais d'où ça vient peut-être, qui a commencé, est-ce que c'est les signes qu'on nommé les constellations, est-ce que les constellations, bon, à mon avis les constellations sont connues avant les signes, parce que les signes c'est purement un truc purement intellectuel de l'homme, hein. Voilà, il y a le point vernal, on divise en 12, point final, hein. Donc c'est venu après. Et à un moment donné, bon, tous les astronomes, astrologues de l'époque, avant Ptolémée et compagnie, comme ils étaient infichus d'avoir un point de référence au niveau zodiacal, eh bien, et que c'était plus facile de calculer par rapport à un zodiaque tropique, hein, ils ne se sont pas enquiquinés, ils se sont dit, bon, on fait du tropique, et puis voilà. Ils ne l'ont pas dit comme ça, mais à mon avis, une des raisons, c'était ça, que c'était plus facile de faire de l'astrologie sur un zodiaque tropique que sur un zodiaque sidéral. Bon, en fait, tu touches à beaucoup de sujets, là, effectivement. Sur le dernier point que tu viens d'aborder, l'explication est extrêmement simple. On a surtout utilisé les 12 mois de l'année. C'est la symbolique des 12 mois qui a été projetée dans le ciel, à tort ou à raison. Donc, effectivement, c'est une symbolique solilunaire, d'un découpage solilunaire, qui est celui du calendrier, qui a été utilisé, bon, à un certain moment qui n'est probablement pas le moment constitutif de l'astrologie, qui est un moment, je dirais, assez tardif. Parce que la grande question, c'est de chronologiser les choses, c'est-à-dire de dire, il y a une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, et effectivement, il y a une certaine astrologie qui est quand même relativement tardive. Moi, par exemple, je pense que l'astrologie de rapport planète étoile fixe est plus ancienne que l'astrologie zodiacale, par exemple, hein, carrément. Que c'est une autre façon de baliser, on serait passé d'un système Saturne étoile fixe à un système planète, zodiaque, etc. Plus complexe déjà, mais qui, l'astrologie a été phagocytée par la mythologie, phagocytée par les gens qui faisaient les calendriers, phagocytée par l'astronomie, et tout ça, ça s'est venu se rajouter à l'astrologie. Bon. Mais je voudrais revenir un peu sur d'autres points que tu as abordés rapidement. C'est pas la première fois que j'entends ce genre d'argument, hein, du genre il y a du progrès, il faut que les choses progressent, etc. Bon. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de progrès, on parle beaucoup de technique. On pense beaucoup à des questions de machines. Hein, quand tu parles, on dit on a un meilleur scanner, on a un meilleur outil, etc. Bon, dire le mot outil, entre parenthèses, est un mot dangereux que j'utilise de manière peut-être discutable. Parce que il y a des outils qu'on ne peut pas comme ça améliorer indéfiniment. Voilà. Donc c'est un mot qu'il faut peut-être faire attention d'utiliser, parce que aujourd'hui, il a une connotation technologique très forte, le mot outil. Et malheureusement, dans d'autres domaines, le mot outil, par exemple, les langues sont un outil de communication, mais ce n'est pas un outil du même genre qu'un microscope. Hein. Bon, alors il y a des outils qui sont, je dirais, froids, pour employer de toute façon, et des outils qui sont chauds. Par exemple, quelque part, paradoxalement, nous en tant qu'êtres humains, nous sommes des outils froids. Pourquoi? Parce que, au fond, nous n'avons pas changé fondamentalement depuis des millénaires. Quelles que soient les évolutions, nous sommes toujours capables de marcher, parce du contraire, bien qu'il y ait des ascenseurs, bien qu'il y ait des voitures, quelque part, nous ne sommes pas fondamentalement différents anatomiquement de nos ancêtres d'il y a 2000 ou même 10 000 ans. Bon. Donc, le problème, si tu veux, c'est qu'il y a, parallèlement à l'histoire de l'humanité, l'histoire des outils. Par exemple, effectivement, autant nous n'avons pas changé, autant, par exemple, nous ne lisons pas sur les mêmes supports. Hein. Autrefois, on lisait sur des parchemins, et puis sur des manuscrits, et puis sur des imprimés, et puis maintenant sur des... Bon. Donc, effectivement,
il y a une espèce de dualité là, fondamentale entre ce que j'appellerais la science et la technique, pour prendre un sujet du bac. Donc, ce qui est de l'ordre de la science n'évolue pas au même rythme que ce qui est de l'ordre de la technique. Par exemple, le système solaire n'a pas beaucoup bougé comparativement aux techniques de construction des télescopes, etc. Tu vois. Donc, ce sont deux plans différents. C'est pour ça qu'en fin de compte, aujourd'hui, il y a une sorte de maladie qui fait que le progrès, quelque part subconsciemment, nous savons que le progrès, ce n'est pas en nous qu'il est, mais dans l'outil, dans la technique. Donc finalement, on peut améliorer effectivement indéfiniment un objet. On ne peut pas améliorer indéfiniment un être humain, par exemple. En tout cas, ça ne s'est pas encore fait, heureusement. Donc, il y a une espèce de vertige de la technologie qui existe, effectivement. C'est vrai que la technologie, aujourd'hui, quand les gens pensent à progrès, ils pensent fondamentalement à amélioration technologique. Ils pensent très peu à l'amélioration du psychisme humain, des facultés mentales de l'homme, etc. Bon. Donc il y a une espèce là de déviance. Pourquoi? Parce que on sait très bien que si nous sommes devenus ce que nous sommes, c'est que nous avons évolué. Donc quelque part dans notre histoire ancienne, nous avons évolué. Mais depuis X milliers d'années, nous n'évoluons plus, nous, sinon par procuration, c'est-à-dire par le biais des outils que nous-mêmes nous créons. Tout à l'heure, je faisais allusion à cette question qu'on était au restaurant chez papa. Je disais qu'il y a une différence entre apprendre à parler et apprendre à utiliser un saxo. Parce que apprendre à parler, c'est travailler sur son propre outil intérieur, et c'est à nous de trouver la solution. C'est pas papa et maman qui va dire tiens, tu appuies à tel endroit pour faire le A, etc. Alors que quelqu'un qui a un très mauvais contact avec lui-même peut apprendre à utiliser des outils extérieurs et à faire de la musique, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la technologie vient compenser par cette manière une carence de l'organisation interne. C'est pour ça que je préfère employer le mot organe au mot outil, pour désigner des choses qui dépendent de nous-mêmes. Et d'une certaine manière, dans le cas de l'astrologie, il s'agit d'une sorte de biotechnologie extrêmement complexe. C'est-à-dire qu'en fin de compte, normalement, la démarche technique, c'est une démarche où on modifie l'objet. Or, nous, en astrologie, on ne modifie pas l'objet. On parle de Jupiter, on n'a pas changé Jupiter. C'est nous-mêmes qui nous sommes éventuellement modifiés par rapport à cette planète, c'est-à-dire que nous lui avons accordé une certaine importance, et nous en faisons nous-mêmes un marqueur. Ce n'est pas un marqueur qui existe en soi. C'est un marqueur que nous avons déterminé, que nous avons décidé de mettre en place. Et donc, par conséquent, la question est de savoir à quelle époque l'humanité a été capable de se doter de ce genre de marqueur. Et ça vaut aussi pour les langues. Les langues, elles sont figées depuis des siècles. Par exemple, il y a des mots, il y a des sonorités qui existent en arabe ou en russe, et qui n'existent pas en français. Et en français, il y a des tas de sonorités qui n'existent pas en espagnol ou en anglais. Donc, c'est pour autant que ces langues vont les adopter. Donc, il y a ce que j'appelle... Bon, effectivement, il y a un paradoxe, c'est qu'en fin de compte, la technique n'est pas figée, et la science, quelque part, est figée. La science, c'est que les choses sont ce qu'elles sont, mais grâce à la technique, on peut les voir autrement, on peut les appréhender autrement, etc., etc. Alors, moi je dis que l'astrologie, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire que la réalité astrologique, elle a été constituée à un certain moment, et que les astres, pour l'astrologie, ne sont pas véritablement des facteurs qui jouent par eux-mêmes. C'est nous-mêmes qui les avons intégrés dans une sorte de sémiotique, une sorte de langage intérieur, subconscient, à un moment donné très ancien de notre histoire, et il n'est pas du tout prouvé que nous soyons en mesure d'intégrer aujourd'hui de nouveaux facteurs. Cette faculté d'auto-transformation que nous avons eue dans le passé, apparemment, quelque part, elle se serait arrêtée. Elle se serait arrêtée. Donc en fin de compte, ce que nos ancêtres ont été capables de faire,
nous ne sommes pas forcément capables de le faire. Pour des raisons diverses. D'abord, premièrement, quand nos ancêtres, il y a par exemple 4000 ans, ont utilisé certains éléments astronomiques, il y avait c'était la société tout entière qui était impliquée. Elle faisait partie de la législation, elle est devenue la législation, quelque sorte. Aujourd'hui, quand un astrologue découvre quelque chose, ou un astrologue, premièrement, c'est invisible, et deuxièmement, il n'y a que très peu de gens ça ne concerne pas l'ensemble de l'humanité. Donc, en fin de compte, là, il y a des mélanges qui sont discutables. Je ne crois pas du tout. C'est pour ça que je dis, paradoxalement, autant je suis... c'est amusant parce que notre conversation est très duelle. Autant j'attache beaucoup d'importance aux innovateurs, aux créateurs qui font évoluer les choses, qui inventent des choses nouvelles, autant je suis convaincu que quelque part la science est d'abord quelque chose qui doit restituer ce que les choses ont été. Et qu'en fin de compte, et dans le cas de l'humanité, ce sont ce qu'on appelle les fameuses clés perdues. Il y a des savoirs perdus, des clés perdues. Et donc ça, pour moi, la mission de l'historien, c'est, tout à l'heure tu me dis, c'est de reconstituer un passé qui est en partie perdu, et de reconstituer à partir d'un certain nombre de principes, de paramètres, de postulats complexes, discutables. Il faut être doué, il faut avoir le don de l'histoire, c'est-à-dire le don de retrouver un élément. Premièrement, de s'apercevoir qu'il manque quelque chose, parce que c'est pas évident de s'apercevoir qu'il y a un manque. Parce que souvent le système, on a l'impression, on le présente comme un... On vient d'en parler. La plupart des gens, quand ils regardent la astrologie, ils n'ont pas l'impression que les étoiles fixes manquent. C'est pas une évidence qu'elles manquent. Pourquoi? Parce que le manque, par définition, il ne se désigne pas comme tel. Si quelqu'un n'est pas là, on sait... Moi, par exemple, je peux dire, tiens, il manque quelqu'un parce qu'il était prévu qu'il vienne. Mais quelqu'un qui ne sait pas qu'il était prévu qu'il vienne, il ne voit pas qu'il y a un manque. Ou alors il faudrait qu'il dise, mais attendez, si cette réunion a lieu, est-ce que c'est supposé pas que d'autres personnes viennent? Enfin, on peut faire des tas de raisonnements, mais je veux dire que le manque, il faut, un, le détecter, et deux, le combler. Alors c'est déjà deux conditions, il faut déjà le trouver, il faut déjà avoir le talent de dire, mais là, il manque un élément du puzzle, et deuxièmement, de dire, eh bien cet élément du puzzle, voilà ce que c'était. Bon. Alors, effectivement, on n'en finira jamais sur ce débat entre nous. Moi, en tant qu'historien, je dis que l'astrologie, ce que je propose moi, comme étant l'astrologie sablière, c'était l'astrologie d'origine. C'est comme ça que ça a été prévu au départ. Bon. Et que c'est comme ça que l'humanité s'est programmée dans son inconscient collectif. Maintenant, les astrologies qui ont pu se développer par la suite, y compris l'astrologie zodiacale, ce sont des choses qui se sont surajoutées et qui n'existent pas au niveau, si tu veux, de la transmission génétique inconsciente, mais uniquement au niveau d'une transmission culturelle, par le biais de la littérature, par le biais des livres, par le biais des enseignements oraux. Donc c'est pas du tout le même plan de transmission. C'est pour ça que je dis, bon, alors voilà, bon, donc sur ce point, alors, revenant à d'autres questions que tu as posées, ce que je voulais dire de façon un peu ironique, je dirais que, puisqu'on va essayer de parler de manière plus personnelle, tout à l'heure tu m'as parlé de manière personnelle, moi je te parlais de manière plus personnelle, bien que je ne connaisse pas ton thème, et que ça ne m'intéresse pas spécialement, mais il est un fait que ce discours que tu tiens, il est effectivement typiquement celui de quelqu'un qui a une vision un peu étroite des choses. Parce que, au fond, une façon de dire, et je sais que beaucoup d'astrologues ont ce problème, c'est-à-dire que utiliser autre chose que l'astrologie, ça les panique. Non, mais je veux dire qu'ils ont besoin de s'imaginer que l'astrologie a réponse à tout. C'est pas mon cas. Non, mais malgré tout, ce que tu dis, non, c'est peut-être pas ton cas, mais il y a des propos que tu as tenus qui vont dans cette même direction. Et au contraire, j'aurais tendance à penser que l'astrologie, justement, n'a pas réponse à tout. Hein, et donc, ce serait une erreur de vouloir lui faire dire tout. Voilà. Bon. Mais n'empêche que tu as... Bon, à mon avis, tu as un peu dérapé quand même. Tu as un peu dérapé parce qu'effectivement, si on écoute ce que tu as dit il y a quelques minutes, malgré tout, on entend M. Durand qui lui dit, eh bien voilà, on fait de l'astrologie pour faire ça, on fait de l'astrologie pour faire ceci, on fait de l'astrologie pour faire encore autre chose, et on est toujours dans l'astrologie. Bon, donc, à aucun moment, tu ne sembles avoir accordé une importance véritable à des choses qui ne seraient pas d'ordre astrologique. Donc,
tu es quand même tombé dans le panneau, si tu veux. C'est-à-dire qu'effectivement, au fond, on a un truc, et ben on va creuser dans cette direction, on va exploiter au maximum ce truc-là, cette science-là, et ça va très bien se passer. Bon, le visuel, lui, puisque pour moi, stellaire et visuel, ça se recoupe, le visuel, lui, il n'est pas enfermé dans un savoir quel qu'il soit, il n'a pas de compte à rendre à un savoir quel qu'il soit, et c'est pour ça qu'il touche à beaucoup d'autres sujets, par conséquent, il n'est pas investi dans un sujet donné. Moi, par exemple, je dis toujours, c'est dommage que les astrologues, dans 80% des cas, les astrologues soient capables d'écrire que sur l'astrologie. Si tu as vu beaucoup d'astrologues écrire sur autre chose que sur l'astrologie, tu me fais signe. Bon. Donc, quelque part, tu leur demanderais d'écrire sur autre chose que l'astrologie et d'avoir un discours qui soit à peu près accepté par le milieu en question. Hein, moi, je sais pas, si tu écris sur la langue, il faut que les gens qui soient des linguistes trouvent ça intéressant. Si tu écris sur la nourriture ou sur le sexe, etc. Bon. Donc finalement, les astrologues, souvent, ils n'ont qu'un seul truc à leur disposition, c'est l'astrologie, encore l'astrologie, toujours l'astrologie. Bon. Donc là, effectivement, le fait de faire appel à autre chose est déroutant. Il est déroutant et souvent, les gens, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on fasse appel à autre chose que ce qui est sous la main et ce dont on parle. Parce que c'est un peu, ça c'est aussi une sorte de pis-aller, si on peut dire. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a pas trop de moyens, on a ça, on en tire le meilleur. Voilà. Effectivement. Donc cette démarche-là, il faudrait quand même la psychanalyser un petit peu, parce qu'il n'y a pas de raison de s'en tenir à seulement l'astrologie, et en plus à une astrologie d'aujourd'hui, etc. Donc c'est pas une obligation. Moi, j'ai tendance à introduire l'astrologie dans un ensemble beaucoup plus large, qui fait appel à d'autres connaissances, à d'autres savoirs, à d'autres compétences que la seule astrologie. D'accord. Bon, donc... par rapport à ce que tu dis, là, ce que je dirais, moi, c'est que mon approche à moi, hein, c'est a priori de ne pas dire que tout est explicable à l'astrologie, mais juste quand il arrive quelque chose, enfin, quand il y a un élément nouveau qui apparaît au niveau sociologique, tout ce qu'on veut, hein, médical, enfin, d'une façon générale, hein, c'est de regarder éventuellement, hein, est-ce que dans la culture astrologique, est-ce qu'il y aura un élément hein, qu'on pourrait éventuellement rattacher à cette chose, pour voir s'il y a une correspondance quelque part, oui. une espèce d'analogie quelque part. Si on en trouve, c'est comme par exemple le cas le plus spectaculaire, je dirais, hein, c'était le cas de la psychanalyse. Hein, à partir du moment où M. Freud a fait sa psychanalyse, hein, et qu'après les astrologues ont pu récupérer le morceau, hein, eh bien ils ont greffé sur tout un tas d'éléments complexes et tout, des espèces d'équations ou des choses comme ça, qui, quand on fait des choses un peu statistiques, correspondent. Donc ça veut dire ça veut rien dire, mais il semblerait donc qu'il y ait une relation entre des configurations astrologiques qu'on peut trouver et des cas particuliers de maladies ou de choses comme ça, de manifestations sociologiques et tout. Hein. Voilà, c'est tout. À partir du moment où on peut penser qu'il y a une relation, bon, on l'utilise, ça ne veut pas dire que c'est toujours vrai. N'empêche que c'est un élément marqueur statistiquement. C'est pas une vérité, comme toute statistique, ça n'a rien de vérité. La probabilité 1/10000000e, c'est pas la vérité. Hein. La vérité, c'est les probabilités à 100%. Mais ça n'existe pas. Donc c'est tout. C'est juste une approche statistique des choses.